Je vous présente Alexandre Friedrich qui est avec nous. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Écrivain suisse. Vous êtes où là ? Je suis à Fribourg. À Fribourg. Oui. Vous avez écrit un livre qui se nomme EasyJet tout simplement. C'est un petit livre d'une centaine de pages. Une réflexion en fait sur les changements qu'entraînent les compagnies low cost et plus particulièrement EasyJet, des changements physiques du monde et des changements psychologiques aussi pour ceux qui y habitent. Pour mener à bien cette enquête, en fait, vous avez pris 17 vols EasyJet en combien de temps ? En 20 jours. En 20 jours. Ça va, c'est pas trop fatigant ? C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps assis, vous en doutez, et pourtant c'est fatigant. Mais oui. Comment est venue cette idée de se pencher sur EasyJet ? De façon générale, je suis un voyageur assidu, donc je vais parfois assez loin, et surtout en Asie. Là, c'était plutôt une expérience des proximités, donc de l'Europe, avec tout de même 3 destinations sur les 17 qui sont en Méditerranée proche, dont Israël. Et l'idée, c'était vraiment d'enchaîner les vols sans quitter les zones aéroportuaires pour juger de la nouvelle situation qui est faite aux voyageurs. Mais on va y venir. Mais vous aviez remarqué que EasyJet changeait le monde et notre monde à nous et notre comportement. C'était quelque chose qui vous est venu comme ça ? Pour commencer par une banalité, le monde ne fait que de changer, mais là, évidemment, il y a un phénomène d'accélération qui est dû, disons, au mode de vente des déplacements. C'est-à-dire que c'est pas tellement le déplacement, comme je le dis dans le livre, les avions ne volent pas plus vite qu'autrefois, mais dans la mesure où les prix sur le marché ont vraiment des impacts notoires sur le phénomène de la circulation, les gens voyagent plus souvent et il y a à l'échelle européenne un phénomène d'accélération. Et alors, ce EasyJet change le monde physiquement. Je vais donner 2 exemples qui sont dans le livre. Il y a l'exemple de Tallinn en Estonie, qui compte un nombre très important de nightclubs. La question, c'est est-ce que le nombre de nightclubs à Tallinn a entraîné l'ouverture d'une ligne EasyJet ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est EasyJet qui a changé Tallinn ? Et alors, l'autre exemple, qui lui, en revanche, est bien concret, c'est les Européens de l'Ouest et du Nord, donc grosso modo l'Europe qui est plus riche, qui achètent des maisons secondaires en Europe de l'Est et du Sud, donc l'Europe qui est plus en crise. Et s'ils les achètent, c'est parce qu'ils peuvent y aller plus souvent. S'ils peuvent y aller plus souvent, c'est parce qu'il y a EasyJet. Donc là, on a un vrai changement physique. Oui, il y a disons que la perception de ces compagnies low cost, bon, il est question d'EasyJet dans le livre, maintenant il y en a bien d'autres évidemment, la perception est liée tout de même, c'est ce que vous soulignez cela, je crois, c'est au statut social et particulièrement au revenu. Il est clair que selon les lignes, et c'est pourquoi j'ai mélangé le plus possible les destinations, on n'a pas du tout les mêmes personnes à bord. Donc il y a un phénomène migratoire, donc EasyJet est utilisé comme un bus pour aller travailler ici ou là. Il y a évidemment un phénomène touristique, donc sur une destination comme Ibiza, vous aurez en principe peu de Roumains qui vont chercher du travail, mais ça s'inverse selon les lignes. Mais j'y reviens, vous redonnez un slogan qu'a eu EasyJet à un moment, Europe by EasyJet, et finalement, réellement, le fait qu'une compagnie comme celle-là existe, elle et les autres, est en train de changer physiquement l'Europe. Alors, qui est responsable de quoi ? Je ne sais pas, c'est la poule et l'œuf, mais c'est là, quoi. Non, en effet, il y a un propos un petit peu plus acerbe dans le livre, qui est d'ailleurs pas du tout, qui relève pas de l'envie d'attaque frontale envers la compagnie EasyJet, mais qui est de montrer que ces multinationales étant tentaculaires, elles travaillent d'abord sur un créneau, dans ce cas-là l'avion, et puis peu à peu elles étendent leur offre. Et quand elles commencent à étendre leur offre, elles l'étendent à tout ce qui est à leur portée. Donc on a un phénomène de rétrécissement des perspectives. D'accord, on prend EasyJet, on pense rarement qu'ensuite EasyJet vous vend encore une voiture, vous vend des services annexes, des hôtels, des visites touristiques, et peu à peu, les destinations sont calibrées. Donc on est en effet ailleurs. Imaginons un Danois qui se retrouve en quelques heures à Barcelone, mais en fait son circuit est, pour faire un jeu de mots, il est imprimé par EasyJet, donc il va visiter 2-3 choses qui quelque part ont été théorisées par les génies du marketing qui travaillent pour EasyJet. Donc on est dans une Europe de plus en plus conformée,
qui rappelle un petit peu ce vide de la société américaine, du moins celui des villes secondaires, où tout se ressemble. Bon, on voit ça à travers le cinéma, mais quand on voyage dans le pays, ça reste vrai. Mais dès qu'on sort du circuit, c'est plus vrai. Moi, j'ai eu la discussion avec des auditeurs qui se baladent en Europe, qui disent oui, tant qu'on est dans les grandes villes, c'est vrai qu'il y a une forme d'uniformité. Absolument. Mais dès qu'on sort du circuit, là, en revanche, on est dans des mondes très différents en fonction des pays. Donc c'est. Ouais. Alors, tout à fait. Et de ce point de vue-là, il y a ce concept qui revient plusieurs fois dans le livre. Enfin, un concept, c'est peut-être un peu prétentieux, mais ce terme qui dénonce quelque chose qui va peut-être avoir lieu ces prochaines années, la ville-aéroport. Parce que la ville-aéroport, c'est l'aéroport comme ville, bien sûr, bon, ça tout le monde connaît, les galeries marchandes, les bars, etc. Mais au fond, quand on se rend dans la ville, revenons à Barcelone, hein, c'est pas pour appuyer le côté Barcelone, qui est une destination très jeune, comme on sait. Barcelone est aussi en train de devenir un aéroport, hein, par le phénomène du marketing, et plus particulièrement du marketing lié à l'aviation. Finalement, vous êtes en train de nous dire que l'urbanisme des villes va changer parce qu'il va être pris en main par des commerçants qui vont nous guider dans les villes comme ils nous guident dans les aéroports juste pour nous faire consommer. Alors, comme je vous dis, je voyage beaucoup et durant ces 17 vols, je crois que c'était le 5e, je me retrouve dans un pays que j'ai jamais vu, qui est la Slovénie, dans sa capitale Ljubljana. Le terme n'est pas trop fort, j'ai vraiment été choqué. J'ai eu l'impression d'être dans une ville musée, mais pas au sens où le centre de Rome est un musée pour des raisons historiques, au sens où on est dans un Disneyland, tout est apprêté, tout est cosmétique. Et j'en suis venu à penser que les seuls Slovènes que je croisais dans la rue étaient en fait des employés. Et évidemment, il y a des gens qui travaillent dans les restaurants, ça va de soi, mais en quelque sorte des animateurs d'un grand parc historique qu'on vend à des gens qui viennent 1 ou 2 jours sur place. Et je trouve ça tout à fait effrayant. Moi, j'ai eu ce sentiment à Prague. J'ai passé un week-end à Prague il n'y a pas longtemps. Et dans le centre de Prague, on se dit, mais où sont les Pragois? Et il faut sortir du centre. Non, mais réellement, il faut réellement sortir du centre. Et finalement, on a eu cette réflexion aussi avec pas mal d'auditeurs. On s'est dit, il y a quand même des villes qui échappent comme Lisbonne. Mais c'est vrai que par moment, on a la sensation d'être guidé, absolument. Ouais. Mais vous allez plus loin, vous dites qu'il y aurait actuellement une espèce de lobbying. Alors de qui, je sais pas trop, des grandes entreprises, des grands marchands, des sociétés tentaculaires, une espèce de lobbying pour pousser au formatage des villes. Alors bon, je suis pas dans le secret des dieux, vous en doutez, j'ai pas eu accès aux coulisses de la grande machine. Ceci étant, il est avéré qu'il y a des relations négociées avec les municipalités. Donc quand EasyJet décide d'inscrire une nouvelle destination dans son offre, elle négocie auparavant avec les municipalités. Les municipalités savent ce qu'elles peuvent en retirer. Et indéniablement, comme il y a toujours des gens aux aguets, je pense qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. C'est-à-dire qu'on dirige ces flux. Il y a beaucoup de questions de flux dans le livre. C'est-à-dire comment l'individu, croyant être libre au fond, ne l'est que par défaut. Comment on dirige ces flux vers tel hôtel, tel parc, telle façon de visiter. Il y a une vraie signalétique des villes en Europe. Ce qu'on ne retrouve pas, vous disiez, quand on s'écarte. Alors c'est vrai en Europe, ça l'est encore plus lorsqu'on va dans des pays qui n'ont aucune vocation touristique, en tout cas jusqu'ici. On se trouve tout à coup confronté à des gens qui sont étonnés de vous voir là. Donc ils ne sont pas du tout prêts à sortir de leur routine, ce qui fait que finalement c'est ça l'exotisme. Et c'est une notion aujourd'hui en Europe qui devient difficile à vérifier. Une autre réflexion qui est à mes yeux la plus importante du livre, c'est, vous venez d'en parler vite fait, c'est les contraintes que nous acceptons. Et du coup, nous acceptons de rogner nos libertés pour un prix bas et pour la sécurité. Quelques exemples de contraintes qu'impose EasyJet. Je vais même plus loin, c'est-à-dire je pense que c'est contrainte et je pense même que c'est humiliation. Je crois qu'on accepte, sous prétexte de payer peu, non seulement des contraintes, mais des contraintes de plus en plus nombreuses. Et
Bon, alors des exemples, vous voyez, quand vous arrivez dans un espace ouvert, dans un aéroport, donc vous êtes sous les néons, il y a des galeries marchandes à gauche à droite, tout à coup, il y a un couloir souple devant vous. Ce couloir, vous savez ce que c'est, ce couloir souple? Ce sont des piliers amovibles, on tire des languettes comme ça de tissu d'un pilier à l'autre. Bon, la question évidemment, c'est presque des expériences de laboratoire. La question, vous passez à gauche, à droite ou dedans, dans le couloir souple? Eh bien, je vous assure que plus on va, plus les gens, même s'ils ne les guident que devant eux, vont emprunter le couloir souple. Il y a des films célèbres dans la tradition, des livres encore plus célèbres, mais ce qui m'intéressait là, c'est de voir que ce comportement adaptable à l'infini pourrait bien être un piège sur le long terme à niveau social. L'aéroport, d'accord, mais qu'en est-il de la société? Je pense qu'elle fonctionne de plus en plus comme ça également. Ben, c'est exactement la réflexion qu'il y a quand on a terminé le livre. Finalement, je me suis dit EasyJet n'est qu'une parabole sur notre monde. Où jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'où va-t-on sacrifier des libertés pour notre confort, pour notre travail, par exemple? C'est bien possible. Alors, le travail, c'est un excellent exemple, encore un exemple. Il y a beaucoup de philosophes qui réfléchissent à ces questions, disons, à partir de théories beaucoup plus complexes, des sociologues également. Là, l'idée, c'est vraiment ce que tout le monde peut vérifier, c'est-à-dire qu'il suffit de partir en week-end en famille et de prendre un tout petit recul pour s'apercevoir que ce qui nous arrive, au fond, n'est pas si sympathique et pourrait le devenir beaucoup moins. Donc sans être alarmiste, il y a en effet quelque chose de l'ordre de l'expérience sociale qui conditionne minute après minute nos faits et gestes. Et je pense que c'est assez néfaste. Oui, et c'est assez éminent de se dire qu'on est prêt à sacrifier nos libertés juste pour payer pas cher. C'est terrible. Alors là, c'est vraiment l'argent contre la liberté. Ouais, c'est terrible. Bon, le livre est pas minant comme ça, hein. Il se lit. non, il se lit très, très vite, très bien. Je rassure les auditeurs, il est très agréable à lire et très intéressant. Et il emmène, comme voilà, on a discuté 10 minutes, on pourrait parler 1 heure comme ça. Il entraîne toute une série de réflexions qui vont beaucoup plus loin que EasyJet. On sent bien que l'histoire d'EasyJet est un point de départ pour vous. Donc je le conseille. EasyJet de Alexandre Friedrich, c'est les éditions Alia. Voilà. Et alors, il est orange, le livre? C'est fait exprès? Oui, alors l'éditeur a eu ce génie de voler l'identité visuelle de la compagnie, alors évidemment, voilà. Ça attire l'œil. Ils avaient bien fait les choses lorsqu'ils ont conçu leur identité visuelle. Vous voyez, même vous, quelque part, vous nous guidez. Tout à fait. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Beaucoup. À une prochaine fois.